Gabriel Attal a tous les défauts d'Emmanuel Macron. L'arrogance, une grande suffisance. Macron, il triangule depuis 2017 avec la droite. Il y a quelque chose qui a vrillé chez Emmanuel Macron. 100 jours du génocide du peuple palestinien. Je réfute le terme de génocide. Ils ont quand même tué 30 000 personnes, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. C'est mon analyse, je m'en fous que tu la partages pas. Je te dis juste que c'est la mienne. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder, sans langue de bois, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique, qui se considère comme rose vif, face à un contradictoire. C'est la première édition de cette année 2024 et aujourd'hui, comme souvent désormais, elle est face à Paul Hellec, chroniqueur politique pour le Média. Au sommaire, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, son nouveau gouvernement, le sens politique qu'on peut lui donner et les scandales et polémiques qui le suivent déjà. Israël devant les juges de la Cour internationale de justice qui doivent trancher sur la légitimité des accusations de génocide dans le cadre d'une procédure engagée par l'Afrique du Sud et qui vise le gouvernement israélien lui-même engagé dans une campagne armée meurtrière à Gaza. Et le focus de Françoise sur l'Allemagne et les manifestations monstres des agriculteurs qui font trembler le gouvernement Olaf Scholz, ce dernier pointant du doigt l'extrême droite. Salut François, salut Paul et bonne année 2024 à vous. Salut Théophile, salut Paul, bonne année. On commence notre débat par les leçons que l'on peut tirer à froid, parce que ça a déjà fait un certain temps, du dernier remaniement, de la nomination de Gabriel Attal et de la composition de son premier gouvernement. Première question, simple, basique, pourquoi Attal et pourquoi les autres? Rachida Dati à la culture, Catherine Vautrin à la santé, à la solidarité, etc. Françoise. C'est une bonne question parce que ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi Attal? Parce que Emmanuel Macron avait envie de faire un coup, que c'est une sorte de Macron au carré. Il avait envie de revenir, de montrer que le macronisme n'est pas mort avec Gabriel Attal, qui est véritablement le sosie d'Emmanuel Macron, mais en pire. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire que Gabriel Attal a tous les défauts d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'arrogance, une grande suffisance, sans les qualités. C'est-à-dire il y a quand même de l'épaisseur chez Emmanuel Macron qu'il n'y a pas chez Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est le roi de la punchline. Ça suffit pas, à mon avis, pour gérer un pays, surtout un pays en crise. Pourquoi Rachida Dati? Parce que, là encore, la volonté de faire un coup, de brouiller les cartes, c'est un débauchage individuel, mais qui est probablement perçu par l'opinion comme l'idée que la droite et le macronisme, ça fait bon ménage. Pourquoi Catherine Vautrin? Parce que ça, c'est le moi profond d'Emmanuel Macron. Je pense qu'elle correspond vraiment, Catherine Vautrin, à Emmanuel Macron, une partie d'Emmanuel Macron. Parti extrêmement réactionnaire, extrêmement droitarde, cette droite dure, cette droite de hobereau de province. Ai-je envie de dire, il y a quelque chose de ça chez Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qui a vrillé chez Emmanuel Macron. On a eu la séquence épouvantable, et on l'a tellement commenté, de la loi immigration avec... voilà, Emmanuel Macron, c'est le premier président qui a inscrit et qui a autorisé ses troupes à inscrire la préférence nationale dans une loi française. Donc si vous voulez, ce gouvernement ressemble au kaléidoscope psychique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que personne ne sait le définir. Je pense qu'il ne se définit pas lui-même. Il joue. Voilà, il joue parce qu'il ne sait toujours pas ce qu'il doit faire de cette majorité qui n'en est pas une, parce qu'évidemment la nomination de Gabriel Attal ne règle pas les deux problèmes majeurs d'Emmanuel Macron. Petit 1, comment régler cette majorité relative qui lui échappe toujours? La majorité lui échappe à l'Assemblée. Petit 2, ça ne règle absolument pas la jeunesse, c'est pas un argument déjà, et je ne vois pas en quoi la jeunesse d'Attal sera un bouclier contre la jeunesse de Bardella. Je ne comprends même pas qu'on puisse même théoriser et commenter ce genre d'ânerie, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Les pulsions et les raisons et les motifs de vote sur Bardella sont ancrés sur autre chose que sur sa jeunesse. Voilà. Et le 13e point, tout ça me rend extrêmement
pessimiste et assez triste, parce que je trouve que voilà, il y a une dégradation encore plus profonde de la chose politique. Imaginez que Gabriel Attal puisse être le Premier ministre de l'entreprise France, puisque c'est comme ça que parle Emmanuel Macron, c'est sidérant, tout simplement. Il y a une forme de vacuité dans tout ça. Il y a une forme de j'adore vous emmerder. Je reprends les mots du président quand il parlait des non-vaccinés. Il y a un côté chez Macron aussi. Tiens, je vais emmerder tout le monde. Voilà, je vais emmerder Bayrou. Je mets tout le monde à distance. Je réparerai après. J'humilie les poids lourds, le maire. Je remets chacun à sa place. Darmanin. Je mets dans l'antichambre François Bayrou. À force de jouer comme ça, eh bien, ça se finira mal. Pour moi, c'est un désastre en fait, ce gouvernement. Paul, déjà, pourquoi Attal? Je pense que la Macronie s'est construite en 2017 sur la capacité à absorber, comme le disait Rachida Dati avant elle-même, de trahir des traîtres de droite et des traîtres de gauche. Et effectivement, il y a eu une sorte de fusion d'un certain nombre d'anciens éléments du personnel politique et de nouveaux personnels politiques qui représentaient, on va dire, d'autres catégories d'élite sur lesquelles s'est construit la Macronie, à savoir des gens dans le conseil, des gens dans la Startup Nation, c'est en fait des secteurs dynamiques du capitalisme. Et ça avait un côté nouveau monde. Mais on a très bien vu que le nouveau monde a très vite eu en fait la politique de l'ancien et a très vite commencé à ressembler à l'ancien. Et au fur et à mesure des remaniements, on avait vu ça. Il y avait de moins en moins de capacité à tirer des gens sur le projet de la Macronie, en même temps que le premier quinquennat a servi de réorganisation de la base électorale de Macron, avec un premier quinquennat qui se gagne sur le social-libéralisme, le mirage social-libéral, et en fait qui se finit sur l'absorption immense de l'électorat de François Fillon de 2017 en 2022 dans l'élection. Et donc du coup, il y a une constitution d'un arc réactionnaire, et donc du coup, c'est pas un hasard si là, sur 15 ministres, on en a 9 qui ont déjà eu plus ou moins un lien fort avec la droite, du RPR, de l'UMP ou des LR. C'est-à-dire même, il y a des gens qui sont allés vraiment chercher loin, et que si on rajoute à ça l'humiliation en fait que représente pour Emmanuel Macron les négociations forcées avec la droite sur la loi immigration, la signature par la Première ministre d'une lettre s'engageant à réformer à l'AME en 2024, c'était l'idée que leur comédie qu'ils ont jouée pendant 1 an et demi pour éviter de reconnaître qu'il n'y avait pas de majorité, elle est tombée à ce moment-là. Et donc du coup, Gabriel Attal, c'était un moyen de, à mon avis, dans ce flou du recrutement, dans cette incapacité à faire attirer des gens, c'était le seul qui avait un côté marketing qui pouvait donner l'air de changer quelque chose. C'est-à-dire qu'on avait épuisé la formule technocratique sans âme qui représentait Elisabeth Borne. De l'autre côté, il n'y avait personne à avoir et il fallait quelqu'un d'obéissant et qui ne fasse pas d'ombre ou qui ne soit pas quelqu'un qu'on doive gérer. Un Darmanin qui aurait ses possibilités de dire ce qu'il veut. On l'a bien vu, là, il a dit « je démissionnerai après les JO », en gros. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'agenda et quelqu'un qui est obéissant. Et Gabriel Attal avait l'avantage d'être obéissant. C'est pour ça qu'il a toujours été récompensé. Deuxièmement, il a, pas, à mon avis, effectivement, les épaules pour pouvoir être le Premier ministre d'une France en crise. Et à mon avis, pas le courage politique de s'affronter au président de la République comme d'autres qui viennent d'ailleurs et qui ont notre assise pour le faire. Et enfin, effectivement, il avait ce côté jeune, qui parle bien et qui était un côté qu'on pouvait mettre en avant, alors que les autres choix de Premier ministre, qui étaient les mêmes, obéissants, très proches du président, le corps nu, etc., c'était des gens que les gens ne connaissent même pas, alors qu'ils ont été aux responsabilités. Donc, c'était pas possible. On avait le dernier lifting de la Macronie, quoi. Donc, en gros, Emmanuel Macron, il récompense la faiblesse. Non, mais il a fait un casting, ça s'appelle faire un casting, c'est un choix. Quand vous faites un remaniement, soit vous avez une pensée politique et un horizon politique, et vous gérez avec cet horizon politique. Il y a eu des remaniements très puissants. Moi, je me souviens, Jospin II, quand Strauss-Kahn est obligé de quitter Bercy à cause de l'affaire de la MNEF, dont il sera blanchi d'ailleurs plus tard, Jospin, il réfléchit sur le remaniement, et il a une idée de faire revenir des gens extrêmement, comment dirais-je, solides, extrêmement capés. Il fait revenir
revenir Jack Lang à l'Éducation nationale, il fait revenir, comment dirais-je, Laurent Fabius à Bercy. Il y a une pensée politique, il y a quelque chose. On réfléchit politiquement. Emmanuel Macron ne réfléchit pas politiquement. Il réfléchit en termes de communication. C'est du marketing, oui. C'est ce qu'on sur Gabriel. Attal, sur le reste, quand Sur, même. sur Attal, mais en même temps, tout est dans son contraire. C'est-à-dire que c'est un gouvernement extrêmement à droite toute, avec vraiment... Paul dit, ils ont été les chercher là. Oui, il faut aller chercher quand même, Catherine Vautrin, faut en vouloir. Cette dame a failli être, comment dirais-je, première ministre à la place d'Elisabeth Borne. Catherine Vautrin, je vous rappelle qu'elle a participé à toutes les manifestations du mariage pour tous, contre la manif pour tous, pardon. C'est quelqu'un qui est à la limite de l'homophobie. C'est vraiment, voilà. Je ne sais pas si elle a franchi le Rubicon. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une connotation extrêmement réactionnaire, mais ça ne m'étonne pas d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qui a tourné, il y a quelque chose qui a vrillé chez Emmanuel Macron. Mais on a déjà assisté à ça. Vous savez, on parle en permanence de Viktor Orban, le grand méchant loup, à juste titre. Mais Viktor Orban, quand il était élu il y a des années, c'est une sorte de mini-Macron de Hongrie, une espèce de centrisme libéral, charismatique, jeune, qui va tout changer. Vous savez, la tentation autoritaire, la tentation, comment dirais-je, réactionnaire, elle vous gagne plus vite que vous ne le pensez. Elle peut vous gagner aussi à gauche, croyez-le bien, et elle peut vous gagner tout le temps. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est très à droite, parce que le pays, supposément, si on regarde les sondages, est à droite. Donc, voilà. Il y a surtout une obsession, et je le redis, la panique à bord sur les élections européennes. Il est impossible que, dans la faiblesse politique actuelle, du dispositif actuel, je laisse parler après Paul, mais c'est ça l'objectif. Si on devait résumer pourquoi Attal, c'est pour les Européens. Ce gouvernement, en fait, ne sert, en tout cas ce Premier ministre-là, ne peut servir qu'à atténuer ce score. Il est impossible qu'Emmanuel Macron aborde les 3 dernières années de son quinquennat en juin 2024, il est impossible qu'il les aborde avec 10% derrière le Rassemblement national. Et c'est ce qui est en train de se passer. En 2019, 10 points de moins. En 2019, il était quasiment dans cette situation. L'écart était moindre. En janvier-février, il y avait 7 ou 8 points d'avance pour le Rassemblement national. Il avait tout remonté grâce au stratagème du grand débat. Ce subterfuge qui lui avait permis de s'offrir des heures et des heures. C'était complètement délirant. On se serait cru sous Ceausescu. La télévision française, c'était devenu, même sous Tito, on n'osait pas ça. C'était 7 heures de direct de Macron en branle-chemise, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin ce qu'on a subi quand même. Et il avait inventé ce stratagème-là de saturation médiatique qui lui avait permis, sur le fil en mai 2019, de terminer à 0,9 points finalement du Rassemblement national. Je ne sais pas ce qu'il va inventer. Je pense qu'il va inventer quelque chose. Parce que Attal, s'il y a une raison pour laquelle il est là, c'est uniquement pour empêcher la marche triomphale de Jordan Bardella le 9 juin prochain. Paul, tu essayes de trouver quelques raisons foncièrement politiques, quelques explications foncièrement politiques à ce nouveau gouvernement. En tout cas, le fait est que quand il nomme ses personnalités de droite, c'est qu'il veut gouverner à droite. Et donc, du coup, c'est quand même un symbole politique qu'il envoie, encore une fois, à l'électorat de droite. Parce que si en 2022, il a vraiment absorbé, phagocyté la base sociale des LR. Il n'y a plus grand-chose à piquer. Il n'y a plus grand-chose à piquer, mais la question, c'est de les garder. Parce que, imaginons qu'il nomme des personnalités soi-disant de l'aile gauche, même pour faire une politique de droite. Il aurait... En fait, Macron, il triangule depuis 2017 avec la droite. Il vient sur son espace, il vient et il en récupère même les cadres. Faut regarder, Rachida Dati, pourquoi elle est au gouvernement ? Elle a été ministre de Sarkozy, elle a déjà eu un ministère. En plus, ministre de la Culture, excusez-moi, mais Rachida Dati ne me semble pas être la spécialiste des politiques culturelles. Pardon ? C'est notre ministre de tutelle. Oui, c'est notre ministre de tutelle. Moi, j'ai pas besoin d'avoir de respect pour elle, mais peu importe. Elle est quand même mise en examen, je rappellerai au passage. Mais non, la question, c'est plus pourquoi elle l'est ? Parce qu'elle veut faire un deal politique pour les municipales. Donc, ça veut dire que derrière les messages qui sont envoyés, les personnes qu'on envoie, c'est, encore une fois, prendre des cadres, prendre les derniers cadres de la droite, essayer de... C'est ancrer ce message à droite, et c'est surtout répondre à cette constitution. Pourquoi Orban, ou la comparaison avec Orban, je ne sais pas si elle est valide sur tous les points, mais ce qui est vrai, c'est que quand la direction intellectuelle de la bourgeoisie à la tête de l'État est critiquée,
La première ancienne qui revient, c'est plutôt Hitler que le Front populaire. Et c'est ça l'enjeu qui nous occupe. En fait, on envoie un message pour gouverner à droite parce que l'enjeu pour Macron, c'est de créer l'arc réactionnaire qu'il appelle arc républicain, qui s'est très bien vu dans l'alignement avec la droite et l'extrême droite. On en parlait avant les vacances et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il y a quand même un message politique, c'est on prend la droite que l'on peut avoir. Il y a une autre partie de la droite qui attend, qui ne sait pas trop. Il y a une partie qui est en vadrouille, Éric Ciotti, etc., qui sont devenus les moines copistes du Rassemblement national. Mais en occupant la droite n'a plus rien à occuper, et c'est ça le message. Oui, sur la prédation, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous avez raison de dire qu'il triangule avec la droite. Tu as raison, Paul, mais il triangule surtout avec le Rassemblement national. C'est-à-dire que quand on reprend la sémantique de décivilisation, déjà, ça nous avait tous fait bondir à l'époque. Macron est suffisamment intelligent pour savoir exactement les mots qu'il emploie. Ok. Et là, moi, ce qui m'a frappé, premier Conseil des ministres, le grand effacement. Ces mots m'ont frappé. C'est-à-dire que Macron demande à ses ministres d'éviter le grand effacement. Le grand effacement, c'est un grand clin d'œil au grand remplacement. C'est-à-dire c'est une sorte d'ersatz sémantique du grand remplacement. Que sont ces messages, à part les messages envoyés au Rassemblement national? Et c'est ce qui m'inquiète le plus quand un pouvoir est faible, comme le sien. C'est cette tentation-là. Il y a bien sûr la droite avec laquelle il a tout ça. Il n'arrive pas à dealer, c'est clair. Ça fait 1 an qu'il essaie. Il se casse les dents jusqu'au pitoyable chantage exercé par notamment les sénateurs et Bruno Retailleau sur lui. Mais le plus inquiétant, c'est véritablement cette triangulation avec l'extrême droite. Ça ne lui pose absolument aucun problème. Et vous avez Gabriel Attal, que moi j'ai connu au Parti socialiste, on défilait contre le Rassemblement national. Gabriel Attal arrive à vous justifier comme un seul homme en quoi non, il n'y a pas de préférence nationale dans cette loi immigration. Ça, c'est délirant. C'est-à-dire que là, ça devient orwellien. Comprenez ce que je veux dire? Il va falloir être vachement, comment dirais-je, vachement précis dans les choses qu'on va faire, très pointu dans toutes les démonstrations qu'on va faire dans les mois qui viennent. Il faut tout démonter, du plus petit signal faible au plus grand signal, parce que c'est orwellien. Et c'est une volonté. La volonté, véritablement, la vérité, c'est le mensonge. Vous pensez que c'est noir, non, c'est blanc. Cette espèce de folie générale dans laquelle les médias jouent, pour moi, pourtant, moi, je suis une journaliste de mainstream et je ne crache pas dans ma propre soupe et surtout pas dans les copains avec qui j'ai travaillé pendant des années, etc. Même ce monde-là devient fou. Il avait déjà passé une certaine limite, mais là, je sens qu'on atteint la folie. Moi, j'ai entendu quand même des gens, Christophe Barbier, je sais qu'il est de bon ton de lui taper dessus. Moi, j'aime bien, ça a été un grand journaliste, Christophe Barbier. Entendre Christophe Barbier, oui, c'est très grand journaliste, jeune élève normalien, la méritocratie. Je vous assure qu'il a un parcours exceptionnel et c'est surtout un super homme de théâtre. Mais là, tout le monde perd les pédales. Entendre Christophe Barbier nous parler de l'ange Gabriel, le bras armé de Dieu Emmanuel. Moi, j'ai entendu ça sur BFM. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Non, mais ça n'est plus possible. Comment vous dire? Comment vous dire? Non, je sais même pas si c'est une espèce de nous sommes dans une. Non, bien sûr, c'est pas ça. C'est une espèce de fascination générale et puis de peur absolument au secours que la gauche ne puisse pas, que la gauche, quelle qu'elle soit, que ce soit la gauche Mélenchon ou la gauche Faure ou la gauche Tondelier, que surtout la gauche ne puisse pas respirer. Vraiment, ça, c'est ça la réalité, si vous voulez, de ce dispositif. À peine installé, ce gouvernement est déjà sous le feu des critiques avec la polémique sur Amélie Oudéa-Castéra, toute nouvelle ministre de l'Éducation. Lors de sa première sortie aux côtés de Gabriel Attal, elle a répondu de manière assez spéciale aux questions sur la scolarisation de ses enfants à Stanislas, un groupe scolaire privé très élitiste et réputé, disons, pour ses positions ultra-conservatrices. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Dans ce contexte, Emmanuel Macron tient une conférence de presse fleuve ce mardi. Est-ce qu'il va voler au secours de Amélie ?
Je vois pas pourquoi il volerait au secours d'Amélie, parce que de toute façon, quelle faute d'AOC, puisque c'est maintenant ça, c'est ça. Oui, mais c'est ça. AOC comme Alexia Ocasio-Cortez, voilà, qui est plutôt qui est l'aile gauche de valeur, du à mon Parti avis, démocrate aux États-Unis. Qui a un peu plus de valeur que Amélie Oudéa-Castéra. De toute façon, tout est n'importe quoi dans ce ministère. Je veux dire, sacrifier l'éducation nationale, la coupler avec la jeunesse et des sports. Voilà, la ministre, elle avait qu'à assumer. Plutôt que de raconter n'importe quoi, on a un paquet d'heures qui manquaient, on a changé. Évidemment, les journalistes enquêtent, se rendent compte que qu'elle a tout simplement menti. Elle avait qu'à assumer. Voilà, écoutez, moi je suis comme ça, je veux que mon fils y soit pas simplement dans une école prestigieuse, une école qui pratique tout à fait la reproduction sociale. Voilà, c'est comme quand vous rentrez à l'école alsacienne. On peut pas le dire. Mais elle ne peut pas le dire, mais c'est pas ce que elle ne peut pas dire ça comme ça, mais elle peut dire, écoutez, c'est un choix qu'on a fait en tant que parents. Plutôt que de raconter, d'esquiver n'importe quoi, on a fait ce choix parce qu'on voulait qu'il soit dans un établissement d'élite, parce que notre fils, on voulait qu'il bosse dur et fort. C'eût été tellement plus simple. Je ne crois pas qu'il va voler au secours. S'il commence déjà, vous vous rendez compte, au bout de 48 heures, à voler au secours de sa ministre d'Éducation nationale, qui remplace le jeune ministre que tout le monde adorait, qui était porté au nu par l'ensemble de la presse, c'est déjà barocco. C'est barocco. Oui, effectivement, je pense que c'est une faute politique majeure, ce qu'elle a fait. Elle a menti en crachant sur l'éducation nationale, dont elle a pris la tête en étant nommée au ministère. Mais en dehors de ça, c'est assez représentatif, finalement, de la Macronie. On prend quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est une idéologue de ce que la bourgeoisie organise réellement pour sa vie, à savoir sa séparation du reste de la population dans des endroits qu'ils ont les moyens de se payer, généralement et parfois, ou plutôt parfois aux frais des contribuables, parce qu'on finance encore des établissements privés, malheureusement. Et la question, c'est... À mon avis, s'il est questionné là-dessus, Macron bottera en touche, ou il prendra des grands airs pour éviter les choses, effectivement, plutôt que de venir dans le combat la défendre. Mais juste, c'est tellement représentatif oui, de la médiocrité ambiante, mais aussi du mépris qu'il y a pour ce que représente l'éducation nationale en tant que service public. C'est-à-dire en tant qu'institution qui appartient aux gens qui ne sont rien, désignés par le président, etc. Et je pense qu'elle devait aujourd'hui rencontrer, je crois, des syndicats aujourd'hui, sachant qu'on tourne lundi et qu'on diffuse mardi. Ok. Oui. Mais j'espère que les syndicats de l'éducation nationale auront sa démission, enfin auront sa peau à un moment ou à un autre. Je dis ça au sens, bien sûr, figuré. Mais parce que j'espère que ça va la suivre tout le long de sa pratique. Ça, c'est sûr que ça va la suivre. Non, mais en tout cas. C'est fini. Enfin, je veux dire, son ministère est déjà terminé. Son magistère, et j'ai envie de dire, c'est déjà... Parce que vu la dernière fois qu'ils s'en sont pliés, c'était pour organiser une campagne islamophobe contre les jeunes élèves musulmans avec l'abaya. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Oui. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ce coup de com' de Gabriel Attal, parce que je pense que ça lui a servi. Oui, ça lui a absolument servi, d'accord. Mais tout ne peut pas être un marchepied de tout. Rachida Dati fait un mauvais calcul si elle s'imagine qu'elle va gagner Paris à partir du moment où tout le deal était vanté. Vous voyez, elle a été virée des Républicains. Oui, mais elle était renouvelée en tant que présidente du groupe. Mais l'étiquette macroniste, elle est radioactive. Si tu peux imaginer qu'en 2026, ça vaudra quelque chose, l'étiquette Macron. Et puis, de toute façon, les Parisiens, tu verras, les Parisiens, ils ne supportent pas ça. À chaque fois, ils font payer ça, les Parisiens. Ils ont fait payer ça à Buzyn. Ils étaient en train de faire payer ça à Griveaux avant son affaire sordide. Il arrivait absolument pas à décoller dans les sondages. Donc, de toute façon, c'est foiré. Un mot sur ces journées. Comment est-il possible que le Quai d'Orsay soit devenu le ministère de Stéphane Séjourné? Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique. En pleine crise internationale. Il fait des fautes de français en plus de ça. Je suis désolé de le lire. Non. Moi, c'est pas un détail. Excuse-moi. Il est ministre et c'est le Quai. Non, mais un mec de gauche aurait fait ça. Non, mais tu sais, tu seras en édition spéciale. Cette gauche qui sait pas parler, etc. Mais le Quai d'Orsay, t'es incapable d'accorder un adjectif. Non, mais sérieusement. C'est pas sérieux. On se termine avec... Pardon. Non, mais moi, je dirais pas plus, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a très clairement montré dans ces 2 quinquennats sa volonté de détruire la diplomatie française. Voilà. Il l'a déstructurée de l'intérieur, il a insulté les gens qui sont sur le terrain sur la question du Proche-Orient pour dire tout et n'importe quoi. Mais moi, ce que je voulais juste faire, c'est dire, dans les ministres, là, aujourd'hui...
il y a eu la porte-parole du gouvernement a dit qu'elle ne trouvait pas que le gouvernement était particulièrement de droite. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même lui faire un hommage, dire je suis prêt à reverser ma chronique pour lui acheter des lunettes si nécessaire ou faire quelque chose, envoyer des sous au gouvernement, faites quelque chose. Mais Paul, tu vois, quand je te dis c'est orwellien, là on atteint quand même des niveaux qui sont à la limite de la maladie mentale quand même. On passe au deuxième sujet d'engueulade classique sur ce plateau. Ah oui. L'État d'Israël obligé de s'expliquer devant la Cour internationale de justice suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud qui l'accuse de génocide à Gaza. Paul, est-ce qu'on est face à une séquence historique de ton point de vue? Oui, je pense que c'est important. 100 jours, 100 jours du génocide du peuple palestinien. On est à plus de 30 000 morts, probablement, parce qu'il y a 24 000 qui sont annoncés, mais on a aussi 7 000 personnes qui sont disparues sous les décombres. On est dans une situation que toutes les organisations internationales sur place et représentatives auprès de l'ONU décrivent comme catastrophique, inimaginable, expliquent que les risques de maladie et de famine risquent d'emporter les Palestiniens qui sont encore à Gaza et qui sont encore victimes des frappes israéliennes. On a un gouvernement israélien qui s'est exprimé il y a 2 jours par le biais de son Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui a expliqué qu'en gros, ni les procédures internationales, ni personne ne les arrêterait, qu'ils continueraient d'aller jusqu'au bout pour leurs objectifs de guerre, n'en ayant jamais vraiment déterminé précisément le contenu, à part l'idée qu'il faille éradiquer le Hamas. Et il a dit clairement dans son discours, on ira mettre l'ordre au nord comme au sud de la bande de Gaza et faire en sorte que Gaza ne soit plus jamais une menace pour Israël. Sous-entendu, on va faire en sorte d'empêcher toute tentative de souveraineté des Palestiniens sur Gaza, qui est leur territoire, je le rappelle. Donc l'action de l'Afrique du Sud auprès de la Cour de justice internationale, qui dépend des Nations Unies, c'est l'article 92 de la Charte des Nations Unies, qui gère la question des conflits juridiques entre États, et qui a la possibilité, là, dans les 15 jours, de donner des mesures conservatoires auprès d'Israël pour l'inciter à lui dire le droit international dit ça, il ne faut pas agir de telle ou telle manière, même si Israël ne le suit pas, est un moment historique. Et c'est surtout un moment historique parce que c'est l'Afrique du Sud, un pays qui a connu l'apartheid, qui a très, très clairement commencé sa plaidoirie là-dessus en disant oui, nous on a connu l'apartheid et on sait que le système israélien actuel est un système d'apartheid, qui a porté un message que beaucoup de peuples du Sud avaient envie de porter, parce que je rappelle que nous, on a un biais, et je finirai là-dessus, un biais européen dans la gestion de ce conflit, un soutien inconditionnel qui s'exprime au gouvernement, et un soutien, on va dire, en général, en tant que pays occidental qui soutient Israël, mais la majorité, l'écrasante majorité des pays du monde, et y compris de la majorité des populations du monde, ne considèrent pas l'État d'Israël comme un État normal, une démocratie soi-disant, mais plutôt comme un État colonial qui a dans ses mains le destin de 7 millions de personnes qui sont les Palestiniens et dont elle les prive de droits, dont elle spolie les terres, dont elle colonise, emprisonne leurs habitants et aujourd'hui commet leur massacre de masse à Gaza. Donc oui, c'est un moment historique. Je ne suis pas sûr que ça aura des conséquences extrêmement concrètes, mais ça continue d'organiser la pression sur l'État d'Israël et je pense que c'est une belle initiative. Françoise, je suppose que tu n'es pas d'accord. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que je réfute, mais on s'est engueulé éternellement avec Paul là-dessus. Je réfute tout à fait d'abord le terme de génocide. Le génocide. Le génocide, c'est un tribunal qui doit dire si c'est un génocide. Donc, ou pas. moi, d'abord, le tribunal, il mettra des années à dire si c'est un génocide ou pas. C'est pas ça qu'il va juger le tribunal dans les 15 jours qui viennent. Je pense qu'il n'y a rien de génocidaire dans le comportement d'Israël, pas plus qu'il n'y a quoi que ce soit d'apartheid. Mais ça, on sera jamais d'accord là-dessus. Je pense que Israël est une démocratie, ça n'est pas du tout un pays qui pratique l'apartheid. Je pense aux Arabes israéliens, c'est une chose différente, mais les Arabes israéliens ont exactement les mêmes droits que les citoyens juifs ou d'ailleurs chrétiens, puisque les Arabes israéliens sont chrétiens ou musulmans, ça dépend. Vous avez aussi des Palestiniens chrétiens, Arabes israéliens, il y en a beaucoup, Porte de Jaffa, voilà. Donc ça c'est un premier point. Je pense que ça n'est pas un génocide. Le génocide doit démontrer l'intentionnalité. Je ne crois pas du tout qu'il y ait l'intentionnalité de la part de l'État hébreu d'éradiquer le peuple palestinien. Il n'y a rien dans l'intentionnalité. Je sais qu'on me ressort en permanence la déclaration de cette espèce de dégénéré de ministre de la Défense en parlant des animaux. C'est 2 jours après, comment dirais-je, les massacres, depuis le 7
7 octobre. Donc, déjà, il raconte en règle générale n'importe quoi. C'est un réac, c'est un type d'extrême droite. Donc là, on ne peut pas constituer un dossier là-dessus. Je le répète, l'intention génocidaire d'éliminer les Palestiniens n'existe pas. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de génocide. Après, l'Afrique du Sud, ça me fait bien marrer, parce que Rafa Moza, il me fait vraiment bien marrer. Franchement, l'Afrique du Sud, qui se permet de protéger Omar el-Béchir, ok ? Là, on parle véritablement de génocide contre 3 groupes ethniques. La guerre du Darfour, d'accord ? La guerre civile du Darfour, les exactions menées sur ordre d'Omar el-Béchir, les viols, les mutilations, 300 000 personnes tuées, 2 millions de personnes, 3 millions même, de personnes déplacées. Omar el-Béchir, l'Afrique du Sud n'a jamais voulu le rendre. C'est le seul chef d'État, peut-être avec Bachar el-Assad maintenant, qui a un mandat d'arrêt international, protégé par l'Afrique du Sud, protégé par le régime sud-africain, rongé au demeurant par la corruption. On a bien compris pourquoi Ramaphosa fait ça. On a bien compris pourquoi l'Afrique du Sud a cette offensive-là. Mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a des élections en mai, que l'ANC, pour la première fois, est en énorme difficulté. L'ANC menée par Ramaphosa est en énorme difficulté. Ils ont besoin d'une cause, évidemment, c'est toujours sur Israël que ça tombe. J'ai entendu l'Afrique du Sud aller porter plainte, le Darfour, entre la Palestine et le Darfour à ses portes. J'ai entendu l'Afrique du Sud porter plainte devant la Haye en demandant à ce que le Soudan soit jugé pour le véritable génocide de 3 ethnies dans le Darfour, 300 000 personnes tuées, mutilées, violées. On a entendu je voudrais finir. Okay. Je termine avec mes arguments. Ce n'est pas recevable de la part de l'Afrique du Sud pour moi parce qu'il y a un biais politique et d'ailleurs c'est honteux pour les Palestiniens parce que la réalité c'est que tout le monde instrumentalise ce drame-là, mais ça peut les aider politiquement, les Palestiniens. Mais je trouve ça lamentable. 1, l'accusation de génocide. 2, que ça vienne de l'Afrique du Sud. 3, le caractère contre-productif. On a Netanyahou, qui est un type... je commande même pas, moi, ces déclarations, mais pas depuis le 7 octobre. Jamais, parce que, voilà, on a un type, un affairiste de droite, c'est ça, Netanyahou, qui fait des compromis avec l'extrême droite depuis des années pour se maintenir au pouvoir. C'est ça, Netanyahou, d'accord ? Voilà. Donc, il a amené son pays dans une impasse totale, c'est-à-dire plus de négociations de paix, etc. Cette accusation mondiale avec tous les leaders qui se relaient, on a bien compris l'Afrique du Sud qui veut prendre le leadership et marquer des points au sein des BRICS. Moi, par exemple, Paul, je veux qu'on change le monde occidental. Je comprends qu'il faut en terminer avec cette domination du monde. Mais je ne changerai pas ça avec les BRICS, d'accord ? Je ne tracerai pas avec l'Afrique du Sud, l'Iran, la Chine et la Russie. Vous voyez ? Je vois bien l'offensive politique. Je comprends bien à quoi sert Gaza. Ces gens s'en foutent des Palestiniens comme d'une guigne. Mandela, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a des années, bien avant qu'il meure, disait toujours son admiration et son respect pour Arafat et pour la détermination. C'est difficile de faire parler les morts. Non, parce que l'Afrique du Sud a toujours été impliquée dans la résolution des conflits en Afrique. L'Afrique du Sud a toujours été aux côtés de la Palestine. Je veux bien, Théophile, que tu m'expliques tout ce que l'Afrique du Sud a fait, la conférence de Durban, dans lequel il a considéré qu'Israël était un pays d'apartheid. Mais ça, c'est rapport à Israël. Mais l'Afrique du Sud existe en dehors du regard qu'elle peut porter sur Israël. L'Afrique du Sud, c'est le seul pays au monde qui, après avoir subi, où la majorité noire, après avoir subi un apartheid infâme, a pris la main de la minorité blanche et a construit un modèle inédit. Et ce modèle continue de tenir, même si c'est grâce à Mandela. C'est un pays qui est corrompu, qui est dévoré par la corruption. Bien sûr, il est dévoré par la corruption. L'ANC est en très grande difficulté électorale. Tu le sais parfaitement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Rafa Moza a besoin d'une circonstance extérieure. Il a besoin de prendre la main, d'affirmer un leadership. Il veut l'affirmer devant la Haye et il veut l'affirmer également au niveau des BRICS. Qu'est-ce que c'est que les électeurs sud-africains ne votent pas en fonction de cette actualité, à mon avis. Eh bien, je pense que surtout, tu te trompes. en fait, on parle du fait qu'il y a un massacre génocidaire à Gaza et on nous répond je suis pas le procès de l'Afrique du Sud. Non, moi, je ne suis pas d'accord sur le génocidaire. Ça, vous avez le droit de justement, c'est peut-être un tribunal qui nous mettra d'accord.
Ben non, Et le fait de saisir un tribunal, ce n'est rien d'autre que saisir un tribunal. C'est pas vrai. Et tu sais très bien, tu peux pas faire l'âne pour avoir du son, hein, Théophile. C'est pas possible. Hein. Qui fait l'ange fait la bête. Tu vas pas m'expliquer qu'on saisit un tribunal parce que d'un seul coup, moralement, on supporte pas ce qui se passe à Gaza de la part de l'Afrique du Sud. Mais c'est un tribunal. Il n'y a que la loi, que les tribunaux qui peuvent déterminer le caractère génocide ou pas. Mais je suis d'accord avec toi. Mais la réalité, c'est qu'en plus de ça, c'est complètement contre-productif sur le processus. Il y a un processus d'élimination de Netanyahou politique en Israël qui est en cours. Mais c'était le problème, c'est pas Netanyahou. Le problème, c'est alors, si c'est Netanyahou, israélienne pourra changer la personne qu'elle met en avant. Le problème, c'est qu'il y a un consensus colonial en Israël qui considère que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains comme tout le monde, que les déprivés de droits depuis 75 ans n'est pas un problème. D'organiser, affirmer des choses comme ça. C'est Rabin qui fait la paix avec Arafat depuis 75 ans. Rabin qui était un criminel de guerre par ailleurs et qui a fait une paix sur quel principe? Le fait de ne pas reconnaître au peuple palestinien son droit à l'autodétermination. Il a reconnu la possibilité à l'OLP de les représenter à travers un État qui sera l'État gendarme au service de l'État israélien. Je dis juste que la question, c'est pas qu'est-ce qu'a fait l'Afrique du Sud. Par ailleurs, si à chaque fois qu'il y avait une tentative de faire exister le droit international, il fallait que l'État qui le porte soit propre, alors personne ne pourrait le faire. Et à commencer par les peuples occidentaux et leurs États qui, d'une manière ou d'une autre, ont tous également fait des crimes de guerre, envahi des pays, etc. Mais les peuples du Sud n'ont pas toujours raison, Paul. C'est pas parce que tu es du Sud que tu as raison. Mais c'est pas une question de ça. Je disais juste que là... Les opprimés n'ont pas toujours raison, Paul. Je te le dis juste. Mais les opprimés savent se reconnaître. Les opprimés savent se reconnaître, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Malcolm X. J'ai juste dit que c'est juste, on ne peut pas avoir pour argument de dire il y a un État et parce qu'il a une mauvaise politique sur tel truc, il n'est pas légitime à faire une action. Je t'ai dit, que ce procès ne devait pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas pour moi de génocide en cours à Gaza. Justement, c'est le procès qui peut le montrer. Pourquoi empêcher un contradictoire qui nous mettra d'accord? Parce que je pense que dans le climat actuel, si tu veux, c'est quand même délirant de voir Israël traîner en procès et le Hamas rien. Et ça, mais parce qu'on ne peut pas le faire parce que c'est pas un État. Non, Françoise, non, ce n'est pas vrai. Je voudrais finir sur ce qu'a dit Paul. C'est vraiment indigne ce que tu dis sur Rabin. C'est complètement dingue. Pourquoi est-ce qu'il meurt, Yitzhak Rabin? Allez, vas-y. Il est assassiné par un militant d'extrême droite contre la paix. Pourquoi? Parce que Yitzhak Rabin, il est en train de décider qu'il faut travailler sur la question cruciale du statut de Jérusalem. Donc, tu nous expliques benoîtement. Ça n'empêche pas que les accords qui ont été tenus ne reconnaissent pas la souveraineté du peuple palestinien. Ça s'appelle Oslo, c'était un piège. Non, c'était pas un piège. D'ailleurs, Arafat l'a signé. Alors, Arafat, c'est pas un criminel de guerre pour toi. Rabin, oui, mais pas Arafat. Mais bien sûr que si, il a commis des crimes de guerre. Eh bien, donc, quand deux guerriers arrivent à signer un accord et qu'il y en a un des deux. Mais ça, c'est très vieux. Hein. Ça fait longtemps. Je pense qu'il est important de dire tout de même que le Hamas peut effectivement être poursuivi pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, pas par la Cour internationale de justice, mais par la Cour pénale internationale. Parce que l'État d'Israël a rejoint la Cour pénale internationale. L'État d'Israël refuse de se soumettre à la Cour pénale internationale. Pour une raison, aussi bien que les États-Unis. Refuse que les crimes de colonisation soient inclus dans la liste des crimes de guerre. Parce que vous enlevez la colonisation israélienne, il n'y a plus le principe. Non, on ne peut pas dire que le Hamas ne peut pas être poursuivi. Les copains, moi je peux pas. La clé de la poursuite du Hamas, c'est Israël. Je vous laisse parler en roue libre. Non, mais c'est délirant. Moi, je suis même pas en train de débattre. Je suis en train de donner une information. Tu dis exactement la même chose. Si tu penses que politiquement, il est normal, 100 jours après le 7 octobre, que tu es un État démocratique, en tout cas, même si Paul dit qu'il ne l'est pas, il l'est profondément, en tout cas, dans son fonctionnement démocratique, dans son Parlement, dans sa représentation, avec des députés arabes israéliens, avec aussi des religieux juifs, malheureusement, qui mettent aussi le bordel à la Knesset. Si tu sais très bien, tu as vécu en Israël et tu sais très bien comment ça fonctionne, ou en Palestine et tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc, vous trouvez politiquement que c'est extraordinaire d'avoir cet État-là qui est soupçonné de génocide, alors que le génocide a une définition traînée pour des manœuvres politiques, moi je le dis, pour des manœuvres politiques de la famille. Mais moi, c'est mon analyse, je m'en fous que tu la partages pas. Je te dis juste que c'est la mienne. Et que, tranquillement, tu m'expliques que pour des raisons techniques, on peut pas juger le Hamas devant la Cour pénale. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Devant la Cour internationale de justice, on peut le juger devant la Cour pénale internationale. C'est normal, dans le moment que nous vivons 100 jours après, qu'on soit dans cette situation d'absurdie. Ben, moi, je pense que c'est pas normal. Moi, je pense que c'est pas normal. Ils ont quand même tué 30 000 personnes, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. Par contre, sur la question de la Cour pénale internationale, ils se sont prononcés sur la capacité de la Palestine à intégrer, parce que l'État de Palestine, qui n'est pas reconnu comme un État, a eu une difficulté pour rentrer au niveau de la Cour pénale internationale.
elle a été acceptée. A contrario d'Israël, qui en 2000 a signé le traité du statut de Rome, en 98 sur la création, mais a refusé sa ratification. Parce qu'encore une fois, ils ont refusé le fait que les crimes de colonisation soient ajoutés à la liste des crimes de guerre. Vous enlevez le concept de colonisation et c'est fini pour Israël, parce que c'est un État colonial. Donc, du coup, le Hamas peut être jugé au titre des crimes de guerre qu'il a commis. D'ailleurs, la Cour pénale internationale est sur le dossier. Je voulais juste dire que Absolument. là où je rejoins Paul, de toute façon, depuis toujours, c'est sur, de toute façon, moi, je pense que le processus d'effondrement, il n'y a pas de consensus pour détruire les Palestiniens, contrairement à ce que tu propages en permanence, ça n'est pas vrai, ou alors tu ne connais pas bien la société israélienne, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Il n'y a pas ce consensus-là général en Israël, ça n'est pas vrai. Il y a des marcheurs de paix, il y a des gens qui sont continus sur les deux États. Je refuse d'entendre dire que cette société israélienne serait univoque et cette espèce de bloc derrière Netanyahou. Mais si, elle était majoritairement sur un consensus colonial. C'est ça la question. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est un consensus colonial. Voilà, on n'est pas d'accord. Bon. Vous êtes d'accord sur d'autres désaccords Mais on est d'accord sur la Cisjordanie et la colonisation, il faut que ça s'arrête. Troisième et dernier sujet, là on va parler de ça 3 minutes parce qu'on a explosé tous les temps. L'Allemagne et les manifs monstres des agriculteurs qui menacent de paralyser le pays sur les raisons de la colère. Petit Magnéto. Gérer une ferme est déjà très difficile. Et la proposition du gouvernement fédéral de compenser ces déficits financiers en réduisant les investissements agricoles est scandaleuse. Cela a laissé les agriculteurs extrêmement en colère. Les agriculteurs doivent veiller à ce que la nourriture soit disponible pour la population. Mais en fin de compte, avec les coupes budgétaires et autres, cela leur est devenu si difficile qu'ils se contentent pratiquement du niveau de subsistance et ne sont pratiquement plus capables de le rendre économiquement viable. Et à un moment donné, l'argent s'épuise. De son côté, Françoise, l'exécutif allemand, soupçonne l'extrême droite qui a le vent en poupe dans le pays d'instrumentaliser la colère des agriculteurs. Écoutez, ça serait pas ça serait pas non plus étonnant parce que l'AfD a un vrai impact sur les agriculteurs. En même temps, les agriculteurs, ils ont aussi des raisons d'être énervés. Vous savez, il y a une volonté toujours allemande budgétaire. Il y a 17 milliards de trous, donc ils ont supprimé des exonérations qu'il y avait sur la TVA et le diesel. Donc, je peux entendre, si vous voulez, leur colère, leur manifestation. Ça prend quand même une tournure maintenant que je trouve un peu trop martiale et un peu trop politique. Je comprends très bien que la coalition de gauche, Olaf Scholz et des Verts ne conviennent pas, mais l'AfD n'a pas vraiment le vent en poupe, parce qu'à chaque fois on dit l'AfD a le vent en poupe, mais l'AfD aussi avance et recule. C'est pas quelque chose, c'est pas un mouvement qui arrive. Non, mais c'est pas un mouvement qui arrive. Oui, mais c'est pas un mouvement qui arrive, comment dirais-je, à être crédibilisé comme le Rassemblement national en France, par exemple, l'AfD. Il n'y a pas cette espèce de notabilité qui s'est installée. Peut-être que ça viendra. Je n'en sais rien si ça viendra. En tout cas, ces images sont effrayantes. Il y a une part de la colère des agriculteurs que l'on peut comprendre. Il y a une paupérisation de l'Allemagne qui est évidente. Cette paupérisation qui touche toute l'Europe. L'Allemagne qui est en récession en 2023. Un Européen sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté ou connaît des problèmes pour manger, se loger. Est-ce que ce continent était vraiment le pays de cocagne? L'Allemagne, première puissance européenne, 3e puissance mondiale. Regardez où nous ont amené les lois Schröder. Les lois Schröder, ça nous a amené à ce désastre-là. Obliger les gens à prendre des emplois coûte que coûte, avec très peu de cotisations sociales, rallonger la durée de cotisation et rallonger la durée de travail. Eh bien, vous avez des gens qui arrivent à 65 ans, qui sont épuisés dans des petits boulots médiocres qui ne correspondent pas forcément à leurs compétences et qui choisissent de partir même s'ils n'ont pas la totalité de leur indemnité retraite. Et donc, on accentue la paupérisation des retraités, on accentue la paupérisation de ce pays. Donc, c'est un vrai sujet, mais avec bien sûr l'extrême droite aux aguets pour toujours faire son beurre sur la misère des peuples. Quelques secondes, Paul. Oui, effectivement, il y a une difficulté, c'est que c'est en fait le principal syndicat agricole, le DBW allemand, c'est le syndicat qui est proche de la CDU, et c'est clairement une coalition de droite qui se dresse face à Scholz. Bon, le problème de Scholz, c'est que, d'abord, il a dit que déjà, il allait revenir. Donc, en fait, les agriculteurs et les personnes mobilisées ont tout intérêt à faire pression sur lui, puisqu'il a accepté déjà de revenir en partie. C'est-à-dire qu'il a lâché du lest et qu'il n'a pas été capable de les affronter. Bon, et la deuxième question, c'est qu'en fait, le verre était dans le fruit. Parce que, bon, là, vous parliez des lois Hartz-IV. On peut se retutoyer, on ne parle plus d'Israël. Non, mais on se tutoie. Scholz a été, un des
artisans de cette gauche du renoncement Oui, que le SPD représente. Et le verre était dans le fruit, parce qu'en fait, l'effondrement du SPD, il est acté déjà, c'est terminé. Mais bon, moi, je veux juste finir sur ça plutôt. C'est plus aujourd'hui, on parle de SPD, j'étais obligé. C'est les 100 ans de l'assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht par des militants, on va dire, soutenus par le gouvernement SPD de la République de Weimar. Et Rosa Luxembourg avait cette phrase, après le vote des crédits de guerre par le SPD, elle avait dit « La social-démocratie allemande n'est plus qu'un cadavre puant ». 100 ans après, je pense que les choses n'ont pas trop bougé. Oui, grand cadavre à la renverse. Merci Françoise, Vive merci Rosa Paul. Luxembourg, on a le droit. On a le droit. Grande figure. Et Louise Michel, allez. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Sans langue de gloire. Restez sur le canal 350 de la Freebox. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et mettez des petits pouces bleus en l'air. Le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Si vous le pouvez, donnez-nous de la force en allant sur lemediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à plus.